Rendez-vous aux urnes dimanche pour les élections européennes. C'est un scrutin au suffrage universel direct à un tour. Les électeurs français vont élire 81 députés européens pour 5 ans. 38 listes sont en lice. Je t'aime mon cœur, ce n'est pas une déclaration d'amour, mais un programme pour réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Lancé en 2009 à Saint-Avold, il a été étendu à toute la région Grand Est. 25e édition du Christopher Street Day à Sarrebruck. Le CSD est l'événement annuel de la communauté LGBTQIA+. 50 000 personnes ont admiré le défilé à Sarrebruck. La parade comptait 38 chars et quelques 8 000 manifestants pour les droits des minorités sexuelles et de genre. Des étudiants qui ont déjà la fibre entrepreneuriale. Les jeunes du BUT GACO de Sarreguemines montent des projets de développement commercial pour les proposer à des entreprises et commerces du secteur. Donnez vos vieux téléphones pour une action environnementale et solidaire. L'entreprise Écosystème lance une collecte jusqu'au 22 juillet dans toute la France. Pour la première fois, le CIDEM et la Casque sont partenaires et proposent des points de collecte pour vos téléphones, y compris très vieux, abîmés, voire complètement hors d'usage. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, on plongera dans l'histoire de Didin. C'est l'annexe de Zétain, un village empli d'histoire et dont vous découvrirez notamment l'église. Certains mobiliers sont classés monuments historiques. Mais pensez d'abord à prendre soin de votre cœur. C'est l'objectif du programme Je t'aime mon cœur, lancé en 2009 à Saint-Avold. Depuis, il a été étendu à toute la région Grand Est. Une cellule a ouvert l'an dernier à l'hôpital Saint-Joseph à Bitche. Un suivi est proposé aux adhérents qui présentent des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Le but, réduire ces facteurs au maximum. Explication dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. Comment vous allez? Très bien. Comment ça s'est passé donc ces 3 mois donc avec les différents professionnels que vous avez choisis au départ? Donc si vous pouvez me remettre un petit peu vos objectifs. C'est l'heure du bilan pour Dominique. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'il est suivi par des professionnels de la santé dans le cadre du programme Je t'aime mon cœur. Il vise à réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Dominique présente 2 facteurs de risque sur les 9 répertoriés, un trouble de la tension artérielle et une prise de poids. Aujourd'hui, il sent déjà un changement. Vu que j'ai perdu déjà 6 kilos dans les quelques mois qui ont passé, ma tension artérielle, d'après le cardiologue que j'ai vu entre-temps, il n'y a pas de souci. Et j'espère arriver à 100 ans en très bonne santé. Donc un début de suivi avec les professionnels, on voit les gens qui sont rayonnants, qui sont lumineux. On voit que quelque part, tous ces professionnels, ces bons conseils leur permettent d'avancer et d'être mieux dans leur tête et dans leur corps. Le programme est composé de 6 mois d'accompagnement et 6 mois d'autonomie. C'est l'adhérent qui choisit les spécialistes pour son suivi et sur quoi il veut travailler. 5 professionnels s'en occupent à l'hôpital Saint-Joseph de Bitche. Au niveau alimentaire, c'est Tiffany qui le guide dans ses changements d'habitude. La force du programme, comme c'est un suivi sur 6 mois, ça nous permet aussi d'aborder des thèmes spécifiques à la prévention des maladies cardiovasculaires, comme la qualité des graisses, le sel, les aliments salés, la lecture d'étiquettes. Enfin voilà, on essaye de donner un maximum d'infos sur ces 6 premières séances. Tristan, lui, est enseignant en activité physique adaptée sur le secteur de Sarreguemines Beach, notamment dans la salle Le Complexe à Rohrbach-les-Beach. Il suit les adhérents pour leur faire éviter la sédentarité. L'objectif, c'est de remettre un premier pied à l'étrier pour la personne et donc vraiment de devenir acteur de sa santé en reprenant une activité physique régulière. Tout ce qu'elle nous avait dit qu'elle ne pourrait pas faire au premier bilan, ça devient ses objectifs lors du deuxième. La cellule de Bitche a ouvert en 2023. Le programme est étendu sur 9 sites en Moselle et Meurthe-et-Moselle, notamment sur Sarreguemines, à la maison de santé L'Excelsior. On a défini que sur une année à Bitche, on attend environ 43 personnes, 43 adhérents dans le programme. Et on est déjà à 32 en 7 mois d'existence. Donc c'est un très bon démarrage. Ce programme est proposé gratuitement pour les personnes de 30 à 65 ans. Super. Et on est donc à 56,7. Voilà. Les élections européennes, on n'en parle pas assez. On va faire le point dans la chronique de Marie Morgan. Et oui, les élections européennes approchent à grands pas. Les Français sont appelés aux urnes ce dimanche 9 juin. Oui, tous les pays membres de l'Union européenne doivent organiser leur élection entre le 6 et le 9 juin. Chaque pays désignera ses députés. Pour la France, tu l'as dit, ce sera dimanche. Et quel que soit le lieu de résidence, les électeurs français choisiront tous entre les mêmes listes de candidats. Pour comprendre comment ça va se dérouler et combien de députés seront élus, je vous ai préparé une petite vidéo.
Les électeurs vont choisir 720 députés au Parlement européen pour représenter près de 450 millions d'habitants de l'UE. Leur rôle, débattre, concevoir et adopter des lois. Ils décident comment l'argent de l'Union européenne est dépensé. En 2024 en France, 81 députés européens seront élus le 9 juin, soit 2 de plus que lors des élections de 2019. Ils seront élus pour 5 ans. Comment ça va se passer ? Les députés européens sont élus au suffrage universel direct à un tour. En France, une liste doit obtenir au moins 5% des voix pour avoir des sièges au Parlement européen. Donc, plus une liste obtient de voix, plus de candidats de cette même liste pourront entrer au Parlement. Pour participer au scrutin, il faut être âgé d'au moins 18 ans et être inscrit sur les listes électorales. Dans le bureau de vote, les électeurs choisiront une liste de candidats représentant un parti ou un mouvement politique. Si vous ne pouvez pas vous déplacer dans votre bureau de vote le 9 juin, il est possible de faire une demande de procuration en ligne pour qu'un électeur se charge de voter à votre place. Alors c'est une élection importante et pourtant elle a du mal à attirer les électeurs aux urnes, en tout cas en France. En effet, alors je suis remontée jusqu'aux élections de 2004 pour analyser déjà l'évolution du taux de participation. Alors donc 2004, 42,80% de participation. En 2009, on voit déjà une première baisse, 40,60%. 5 ans plus tard, en 2014, on retrouve quasiment le même taux de participation qu'il y a 10 ans plus tôt, 42,40%. Et en 2019, donc lors des dernières élections, 50,10%. C'est le chiffre le plus élevé depuis les élections européennes de 1994. C'est une hausse qui s'est d'ailleurs observée dans plusieurs pays de l'UE lors de ce scrutin. Et à quoi est due alors cette hausse ? Alors elle peut être expliquée par plusieurs facteurs. Une mobilisation plus importante des jeunes, sensibilisés via les réseaux sociaux entre autres. Il y avait un climat de mécontentement et de contestation avec le mouvement des Gilets jaunes et l'incertitude autour du Brexit. Les élections de 2019 ont aussi été plus médiatisées que les éditions précédentes. Alors on parle de hausse, mais quand même, ça reste seulement la moitié des électeurs qui se rendent aux urnes. Et pourtant, on n'arrête pas de le dire, c'est une élection qui est importante. Oui, alors je vais vous évoquer quelques lois votées depuis les dernières élections en 2019. Ça peut vous donner une idée concrète des décisions prises par le Parlement européen. Alors il y a par exemple la réglementation de l'intelligence artificielle adoptée en mars dernier par les eurodéputés. L'IA Act a pour objectif d'encadrer l'intelligence artificielle avec de nouvelles obligations pour les entreprises. Il y a un changement que vous avez peut-être remarqué dans votre quotidien si vous utilisez les produits Apple notamment. Désormais, il y a un chargeur commun pour tous les appareils électronique mobile, le chargeur USB-C. L'UE a lancé en mars 2020 sa stratégie en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, avec entre autres notamment une directive sur la transparence des rémunérations et autre loi adoptée récemment, la directive sur le travail des plateformes numériques comme Deliveroo ou Uber Eats. Une personne travaillant via une de ces plateformes ne peut par exemple plus être licenciée sur la base d'une décision prise par un algorithme. Et là, tu as bien choisi des exemples concrets qui touchent à peu près tout le monde, en tout cas qui parlent à tout le monde. Alors du coup, tu l'expliques comment cette faible participation ? Alors là aussi, ça peut s'expliquer de différentes manières. Pour certains, le Parlement européen peut être perçu comme une entité éloignée, contrairement aux élections municipales par exemple, où on élit le maire de notre commune, donc plus proche de nous. Il y a aussi la perception de l'impact limité du vote. Est-ce que mon vote va changer quelque chose face au grand nombre d'électeurs ? Et pour certains électeurs, ne pas voter est aussi une forme de protestation contre le système politique en place. Oui, c'est pas toujours facile de déterminer exactement quelles sont les raisons. Toujours est-il que l'élection a lieu ce dimanche. Quelles sont les listes ? Alors les candidats sont nombreux, il y a 38 listes de candidats, c'est un record. En 2019, il y en avait 34. À noter que d'après mes recherches, il y aurait au moins 10 candidats mosellans. Alors je ne vais pas pouvoir vous citer tous les partis et toutes les têtes de liste. Par contre, le ministère de l'Intérieur met à disposition un site internet qui permet de découvrir les programmes des candidats. Le lien s'affiche en bas de votre écran. Et je rappelle, rendez-vous ce dimanche dans votre bureau de vote.
Merci Marie-Morgane pour toutes ces explications. Et effectivement, ce site internet est d'autant plus important que toutes les listes n'ont pas forcément la possibilité d'envoyer tout ce qu'il faut comme document pour l'enveloppe de propagande électorale que vous allez recevoir d'ici samedi. Donc si vous voulez vraiment avoir le détail de tous les programmes, allez sur ce site du ministère de l'Intérieur. Direction maintenant Sarrebruck, où s'est déroulée ce week-end la 25e édition du CSD, le Christopher Street Day. C'est un événement militant LGBTQIA+, dont le point d'orgue était la Gay Pride dimanche après-midi. Reportage. Sarrebruck aux couleurs arc-en-ciel. Le drapeau LGBT a investi tout le centre-ville pour commémorer, pour la 25e fois dans la capitale du Land de Sarre, le CSD, Christopher Street Day. C'est un événement majeur pour la communauté LGBTQIA+, célébré dans le monde entier. Il commémore les émeutes de Stonewall en 1969 à New York, considéré comme un tournant dans la lutte pour les droits des minorités sexuelles et de genre. Cette année à Sarrebruck, le slogan était 25 Jahre und kein bisschen leise, 25 ans et pas un bruit. Le CSD combine des défilés festifs et des manifestations politiques afin d'attirer l'attention sur les défis et les discriminations auxquels sont confrontées les personnes queer. Cette manifestation envoie un signal fort en faveur de la diversité, de l'acceptation et de l'égalité. La parade, colorée et festive, composée de 38 chars et de nombreux manifestants à pied, a attiré un public familial dans les rues de Sarrebruck. Selon la police, environ 50 000 personnes ont suivi le défilé dans le centre-ville. Décrocher son tout premier contrat professionnel, ce n'est pas toujours une mince affaire pour les étudiants arrivant sur le marché du travail. Heureusement, des partenariats existent pour faciliter le premier pas dans la vie professionnelle. Les étudiants en BUT GACO, spécialisés entrepreneuriat, en bénéficient dans le cadre de leur cursus. Au programme, des rencontres avec plusieurs entreprises locales pour leur proposer un projet pour développer leur activité. Exemple dans ce reportage réalisé par Camille Henriot. Pour Yann et Johan, c'est le jour J. Après 2 mois intenses de travail, ces 2 étudiants en BUT GACO vont présenter enfin au patron du Bounty leur projet de développement commercial. Campagne d'affichage sur les réseaux sociaux, amélioration du management d'équipe, conseils environnementaux, ces étudiants ne manquent pas d'idées pour faire évoluer ce glacier au centre-ville de Sarreguemines. Une idée, ça serait plutôt une tablette de service, donc ça réduit 2 problèmes. Le premier, c'est vraiment la réduction de papier, donc c'est ce qui va nous permettre donc, au serveur de réduire ce calepin en papier qui coûte évidemment à l'environnement et qui peut se perdre, qui peut être mal lu, etc. Donc ça c'est le premier problème qu'on essaie de régler avec la tablette. Et ensuite l'utilité de la tablette, ça sera vraiment de pouvoir procéder à la commande. Il y a beaucoup de restaurants qui font ça, donc j'ai proposé cela et on va voir maintenant si on peut le mettre en place avec une recherche des coûts et des logiciels de sécurité qu'on peut mettre en place. Les étudiants devaient également se creuser la tête pour améliorer la qualité environnementale du commerce, l'un des objectifs de leur cours en responsabilité sociétale des entreprises. Parmi leurs idées, la création d'un cendrier à l'effigie du glacier. Donc là, on essaye vraiment de montrer la démarche écologique et environnementale que peut avoir l'impact de jeter un mégot par terre. Ici, on veut vraiment le mettre dans un cendrier adéquat. Donc avec 2 caissons, par exemple, un caisson, tu préfères la glace vanille et l'autre la glace chocolat. C'est ce qui va nous permettre, donc déjà nous, d'avoir un cendrier le Bounty et ensuite voilà, d'avoir un impact à notre échelle sur l'environnement. Ce n'est pas 10 heures, ce n'est pas 15 heures, c'est beaucoup plus de temps qu'on s'est consacré. Donc c'est motivant pour nous et on peut vraiment travailler sur un projet qui va se réaliser. C'est pas quelque chose de fictif, c'est des choses qui vont potentiellement se réaliser. De plus, je vais terminer sur ça, le gérant est très ouvert aux propositions qu'on a fournies aujourd'hui et donc c'est vraiment impeccable pour le travail. Cette mise en relation entre entreprises locales et étudiants a déjà porté ses fruits par le passé. Nos partenariats que nous avons avec les entreprises locales ont permis en tout cas à certains étudiants d'obtenir par exemple des stages, d'obtenir des alternances et des CDI par la suite notamment. Voilà. Plusieurs rencontres sont prévues pour étudier leurs projets. Reste à savoir si leurs idées seront adoptées à l'avenir. 30 000, c'est le nombre de téléphones portables qu'espère récolter cette année l'entreprise Écosystème. Elle lance du 5 juin au 22 juillet une collecte dans toute la France. Et pour la première fois, le CIDEM et la Casque sont partenaires et proposent des points de collecte. Plus d'informations sur les objectifs de cet événement avec Laura Chèche, chargée de l'opération.
On a cet objectif de sensibiliser les Français à la seconde vie des téléphones et des appareils électriques, de les sensibiliser aux gestes à adopter et de leur donner les solutions concrètes pour les réaliser. Et il y a aussi cet objectif de récupérer les 46 millions de téléphones qui sont stockés par les Français pour limiter l'épuisement des ressources naturelles, parce que si on réussit à récupérer ces 46 millions de téléphones, on pourra économiser l'équivalent de 85 000 tonnes de ressources vierges, et donc fabriquer de nouveaux produits à partir de ces matières recyclées plutôt qu'à partir des ressources de notre planète. Alors on récupère vraiment tous les téléphones, donc qu'ils soient anciens, récents, cassés, qui fonctionnent, vraiment tous les téléphones, parce qu'ils auront tous une seconde vie. Soit ils seront reconditionnés, soit ils seront recyclés. Cette opération est à la fois environnementale et solidaire, et donc solidaire parce que en donnant vos téléphones, vous allez contribuer au don des 1000 téléphones reconditionnés à l'association nationale Emmaüs Connect, qui, elle, va les redistribuer aux personnes qu'elle soutient. Donc c'est souvent des personnes qui sont un peu déconnectées du monde digital, et donc c'est pour justement leur permettre de réaccéder aux services en ligne, notamment grâce à ces téléphones. Et plusieurs points de collecte sont mis en place dans notre secteur, notamment au château de la Casque, à la médiathèque communautaire de Sarreguemines, dans les mairies de Frauenberg, de Cappelquinger ou encore de Wielerwald, ainsi que dans plusieurs déchetteries de l'agglo. Et vous pouvez retrouver la liste complète des points de collecte du secteur sur Internet. À noter que vous pouvez également envoyer toute l'année vos anciens téléphones à Écosystème en passant par le site www.jedonnemontéléphone.fr. Et puisqu'on parle de choses anciennes, eh bien on plonge dans l'histoire dans un instant, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, des aurores boréales seront à nouveau visibles sur notre secteur cette nuit. Alors si vous avez manqué ce phénomène le mois dernier, c'est peut-être votre chance de vous rattraper. Suite à une récente éruption solaire, l'activité aurorale va s'intensifier et atteindre 5 kp cette nuit entre 18h et minuit. Plus cet indice est élevé, plus il est possible d'observer des aurores boréales à des latitudes plus basses que d'habitude. Pour rappel, le 11 mai dernier, l'indice KP était de 9 et c'est pour ça que les aurores étaient si intenses. Et il ne sera pas impossible d'en voir ce soir. Alors si vous voulez maximiser vos chances, il faudra attendre la nuit noire et regarder vers le nord. Et n'oubliez pas, à l'œil nu, elles sont très peu visibles, voire pas du tout. Pour obtenir ce résultat, il faudra prendre une photo avec un long temps de pause. Et bien sûr, espérer qu'il n'y ait pas de nuages. Mais ça, ce n'est pas gagné. On débutera ensuite la matinée de demain sous les nuages, mais on devrait quand même pouvoir profiter de quelques éclaircies. Côté température, les minimales iront de 12 à 14 degrés et les maximales de 18 à 19 degrés. Demain, nous fêtons les Igor et il fera jour de 5h28 à 21h31. Passez tous encore une belle journée, bonne observation et à demain. J'ai invité du monde pour ce soir, j'ai rien prévu. À mon avis, c'est raté. Notre émission Histoire d'Histoire vous emmène aujourd'hui à Didin, un village singulier où parfois le temps s'est arrêté. Avec comme guide Gilles Weiskircher, nous vous invitons à déambuler dans cette annexe de Zétain, à la découverte de son moulin, ses usoirs, son calvaire et son église dont certains mobiliers sont classés monuments historiques. Le village de Didin, situé à 10 km de Sarreguemines, s'étend sur 300 hectares. Encerclé par la Sarre et par la D33, il ne manque pas de charme avec son église, son moulin et ses habitants, surnommés les Sandhase ou lapins de sable en raison de la terre sablonneuse du banc.
L'histoire de Didin est mouvementée et riche à la fois. Les hommes y ont vécu autrefois du labeur de la terre et se sont battus pour la défendre. Au fil des siècles, ils ont construit ce petit coin de terre qui fait leur fierté. À travers leur histoire, les légendes qu'ils racontent, c'est tout un patrimoine qu'on redécouvre. Bienvenue au moulin de Didin. Donc vous êtes ici devant une des plus anciennes bâtisses du village, puisque ce moulin date historiquement de 1640. 1640 est la date de première mention de ce moulin. C'était en fait l'époque de la sinistre guerre de 30 ans. Le village de Didin était complètement détruit, comme bon nombre de villages également aux alentours. Et du moulin, il ne restait que les 4 murs. Et on sait, de par ces sources historiques, que c'était un moulin à farine, de seigle et de blé. C'était un ancien moulin à 2 roues, donc on voit encore l'emplacement des 2 roues, dont l'activité s'est arrêtée en 1939. Le grand-père de l'actuel propriétaire, Gustave Pfeiffer, avait repris le moulin en 1937 et il est connu pour des faits de résistance. En fait, il a caché des prisonniers aux nazis et malheureusement, il a été dénoncé en 1944. La Gestapo l'accueillit dans la cour du moulin. Il a été déporté au camp de Schirmeck, puis ensuite en Allemagne, où il a dû travailler dans des fermes. Il a finalement pu s'échapper pendant la débâcle en 1945 pour retrouver son foyer le 8 mai. Et ses faits de résistance ont été récompensés par la Légion d'honneur en 1971. Comme vous voyez ici, on est dans un cadre naturel vraiment très préservé. Derrière nous, on a le canal d'amener de l'eau qui alimentait le moulin à l'époque, moulin dont l'activité s'est arrêtée en 1939. Juste derrière, vous avez la Sarre et encore derrière, vous avez le canal des Houillères. Alors, qui dit Sarre, dit aussi élément en furie. Et effectivement, autrefois, il y a eu des crues mémorables au niveau de cet endroit. Alors on est vraiment dans un cadre naturel préservé, puisque là je tiens un magnifique orme. C'est un orme solitaire, alors c'est peut-être encore un des derniers qui reste dans le secteur, parce que malheureusement ces arbres majestueux sont victimes d'une très grave maladie qui est la graphiose de l'orme. Et ici nous avons la chance, en bord de Sarre, encore d'avoir ce très beau spécimen préservé. Mais au bord de Sarre, on ne trouve pas forcément que de belles plantes ou de beaux arbres. Il y a également un personnage sinistre qui peut rôder, qu'on appelle l'homme au crochet ou le Hokemon, personnage légendaire très connu et qui peut happer les petits-enfants qui s'approchent trop près de l'eau avec son crochet. C'est un croque-mitaine que les parents utilisaient bien volontiers pour prévenir leurs enfants de ne surtout pas s'approcher de l'eau. Donc personnage sinistre, mais qui a certainement sauvé beaucoup de vies. Le village de Didin est peuplé d'à peu près 180 âmes. Alors vous voyez derrière moi des vieilles maisons qui datent du 19e siècle dans la pure tradition lorraine. Ici des maisons à colombage, nul besoin d'aller en Alsace pour en trouver. Alors c'est un village qui est mentionné pour la première fois dans l'histoire en 1200 sous le nom de Düdingen et il a appartenu dès cette époque aux moines de l'abbaye de Tolaï. Ce qui fait le charme de ce village est sa structuration en village-rue. C'est une structure qui est apparue à la fin de la guerre de 30 ans et qui se caractérise par une rue où les maisons sont accolées. Si vous regardez au niveau des maisons, elles sont bien en retrait par rapport à la route. Ça correspond à ce qu'on appelait autrefois les usoirs. C'est là où les gens, les agriculteurs, beaucoup d'agriculteurs à cette époque, la population était majoritairement agricole, c'est là où ils mettaient tous leurs ustensiles de travail, qui pouvaient mettre leur bois, que se trouvait aussi le tas de fumier, etc.
la place centrale du village où on voit encore d'anciens abreuvoirs. Sur cette photo de 1937, on voit que c'était l'endroit où les agriculteurs venaient faire abreuver leurs troupeaux. L'eau pour ces gens était absolument important, que ce soit pour arroser leurs récoltes, mais aussi pour faire abreuver leurs animaux. Un des éléments qui fait la fierté des villageois de Didin est ce magnifique calvaire de la Sainte Trinité. Alors, ce calvaire date du milieu du 19e siècle. Alors, pourquoi la Sainte Trinité? Parce que si on démarre du haut, vous voyez ce magnifique Dieu le Père qui tient un globe, le Christ et l'Esprit Saint sous forme de colombe. Et cette iconographie de la Trinité n'est pas anodine, puisque la paroisse de Didin est placée sous la protection de la Sainte Trinité. Sur le fût d'aspect violonné, vous avez d'une part Saint-Pierre qui tient les clés, mais aussi Marie-Madeleine, et surtout en bas, une très belle représentation de Saint-Georges qui terrasse avec sa lance le dragon. Nous voici dans l'église de Didin, église dédiée à la Sainte Trinité. C'est une église qui a été construite en 1762, qui a été rénovée au XIXe siècle. Et dans cette église se trouvent plusieurs trésors architecturaux. Alors il y a le très beau maître-autel de la Trinité, mais aussi le devant d'autel, cette très belle scène qui est classée à l'inventaire des monuments historiques depuis 1978. Le maître-autel de style Louis XV a été installé à la fin du XIXe siècle dans l'église. Il est également dédié à la Trinité et il nous vient de l'ancien couvent des Capucins qui est maintenant l'Institut Sainte-Chrétienne de Sarreguemines. Donc Didin est un petit village typiquement lorrain qui a su garder toute son âme, toutes ses particularités. C'est un village où il fait bon vivre, un village qui respire la paix, la sérénité, la tranquillité, avec un riche patrimoine historique, également un beau patrimoine religieux et surtout une nature très préservée.